Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Ce sont les noms des planètes de notre système solaire. Des noms qui renferment une histoire millénaire. Dans certains cas, elles remontent jusqu'aux Babyloniens, les premiers à avoir associé ces corps errants, nos planètes, sur le ciel nocturne, à des dieux et à leur attribuer des jours dans une semaine. Les Grecs et à leur suite les Romains ont suivi leur exemple. C'est pour cela qu'en dépit d'une histoire chrétienne qui a déjà duré 2000 ans, on appelle toujours le mardi d'après Mars, le puissant dieu de la guerre, le mercredi d'après Mercure, l'intelligent dieu du commerce, le jeudi d'après Jupiter, Zeus, le maître des dieux, le vendredi d'après la belle Vénus, l'Ishtar des Mésopotamiens, le samedi d'après Saturne et d'après le sabbat des judéo-chrétiens. Saturne est un dieu intéressant. Avant que son souvenir ne s'efface sous emprise chrétienne, il était déjà un dieu des origines, éloigné du pouvoir par son fils Jupiter, Zeus en grec, comme Saturne lui-même avait éloigné son propre père, Uranus. L'histoire de ces dieux est toutefois beaucoup plus complexe que celle d'une guerre familiale. Dans les religions polythéistes, les mythes racontant des destins des dieux sont multiples. Saturne, si aimé des Romains, a connu un destin totalement différent en Grèce, où il incarnait Chronos, le temps destructeur de tout et tous. Nous parlons aujourd'hui de Saturne et d'autres dieux des origines romaines avec Maxime Cambrelin, professeur de lettres classiques au Collège Camus de Bayonne en réseau d'éducation prioritaire. Les humanités dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Maxime Cambrelin, vous avez fait des études à l'École du Louvre et à la Sorbonne. Peut-on parler de dieux grecs et romains aux élèves d'un réseau d'éducation prioritaire ? Les élèves sont très friands de mythologie, et ils sont souvent assez compétents, ils ont lu beaucoup de littérature jeunesse autour de la mythologie, mais je pense qu'il est important de leur montrer des textes authentiques de l'Antiquité, leur exposer des particularités de religion qui ne s'appuient pas sur des livres sacrés comme la plupart d'entre eux. Et dans mon établissement, aux religions nombreuses, je pense qu'il est important de prendre du recul avec des dieux et des croyances antiques, qui permet souvent aux élèves de mesurer à quel point leurs religions sont proches et cousines les unes des autres. Je pense aussi que la laïcité, ce n'est pas nécessairement bannir toute étude de la religion à l'école et qu'au contraire, c'est souvent le début d'une réflexion très féconde avec les élèves. Alors dans le cadre des humanités dans le texte, vous avez proposé un dossier traitant du dieu romain Saturne par la numismatique, c'est-à-dire l'étude des médailles et des monnaies, et par l'intermédiaire d'un auteur romain moins connu du grand public qui a vécu à la fin de l'Antiquité, bien après l'époque classique, Macrobe. Pourquoi ce choix d'un auteur si tardif ? Pour montrer que l'Antiquité ne se limite pas au 1er siècle de notre ère, qu'on a longtemps parlé de façon péjorative du Bas Empire, mais la recherche est très active dans ces domaines-là. De nombreuses études récentes viennent éclairer cette période qu'on a souvent négligée et qui fait le lien entre l'Antiquité classique et le Moyen-Âge, et qui est la période à laquelle le christianisme s'impose et les religions polythéistes disparaissent. Entre la fin du IVe et le début du Ve siècle, des témoignages matériels montrent une réaction païenne au triomphe du christianisme. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant cet extrait de Macrobe, qui a rédigé ses Saturnales, une œuvre en latin qui met en scène des banquets fictifs tenus lors des grandes fêtes de la fin de l'année et dédiés à Saturne. Macrobe fait parler dans cette œuvre les derniers défenseurs de la religion traditionnelle, et dans notre extrait reviennent sur l'origine de cette fête de Saturne très importante dans le monde romain. Un dieu qui serait venu de Grèce, mais qui a été accueilli en Italie et sur le site de ce qui deviendrait Rome par Janus. Eh bien, je vous propose que sans plus attendre, on lise un extrait des Saturnales que vous avez choisi pour nous. Janus, cum Saturnum classe per vectum, excepisset hospitio et habeo edoctus peritiam ruris, ferum illum et rudem ante fruges cognitas victum, id melius redegisset. Regni eum societate muneravit. Janus, ayant reçu comme hôte Saturne arrivé en bateau, et ayant appris de lui la culture du champ, avait rendu meilleure leur nourriture, sauvage et grossière, avant qu'on ne connût les moissons. Janus le remercia
en l'associant à son pouvoir. Cum primus quoque aera signaret, servavit et inox Saturni reverentiam, ut, quonia millenavi fuerat advectus, ex una quidem parte sui capitis effigies, ex altera vero navis exprimeretur, quo Saturni memoriam in posteros propagaret. Aussi, quand il fut le premier à faire frapper le bronze, Janus montra à nouveau son respect à Saturne, en représentant sur une face sa tête et sur l'autre un navire, puisque Saturne fut amené par un navire, et par celui-ci il transmit à la postérité la mémoire de Saturne. Aes ita fuisse signatum, odique intelegitur in alae lusu, cum pueri denarios in sublime jactantes, capita aut navia, lusu teste vetus statis exclamant. C'est ainsi que le bronze fut frappé. On s'en aperçoit encore aujourd'hui dans le jeu de hasard, témoin de l'ancien temps, lorsque les enfants, jetant en l'air des deniers, s'écrient « têtes ou bateaux ». Os una concordesque regnasse vicinaque opida communi opera condidice, praeter maronem qui refert, ianiculum uic, illi fuerat Saturnia nomen. Ils régnèrent unis dans la concorde et fondèrent ensemble des citadelles voisines, comme le dit Virgile. À lui le Janicule, à celui-là la Saturnie, comme on les appelait jadis. Alors plusieurs légendes d'origine sont mélangées dans ce texte, l'origine des dieux, l'origine de l'agriculture, l'origine de l'argent, ça fait beaucoup d'origines. En effet, c'est un auteur savant, Macrobe, qui, au moment où le christianisme s'est imposé dans l'Empire romain, évoque les origines de la culture romaine, païenne ou traditionnelle. La lecture de Macrobe n'est pas facile, mais c'est un véritable trésor d'informations qui remonte à plusieurs siècles. Pour apprendre les derniers états des connaissances sur cet auteur, je vous invite à en parler avec Jean-Baptiste Guillaumin, maître de conférences en langues et littérature latine à Sorbonne Université, membre de l'unité de recherche 4080 Rome et ses Renaissances, dont les travaux de recherche ont pu porter sur des auteurs tardifs comme Marcianus Capella, Avienus ou encore Macrobe. Alors Maxime Cambrelin ayant brillamment fait mon travail et vous ayant présenté, je ne vais pas le faire, mais je vais vous demander qu'est-ce qu'on sait de ce Macrobe, qui était-il ? On a assez peu d'éléments sur Macrobe qui fait partie de ces auteurs antiques et même spécifiquement tardo-antiques pour lesquels on est contraint à des hypothèses, y compris sur sa datation. Les hypothèses sur les dates ont d'ailleurs évolué, je ne vais donner que celles qui tentent à être acceptées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'un auteur né dans les années 380 qui aurait composé l'essentiel de son œuvre dans les années 430. Sachant que les Saturnales sont un banquet fictif qui est censé s'être tenu en 382 ou 383, cela établit un petit intervalle par rapport au moment de la composition. Sur le personnage lui-même, les manuscrits qui transmettent son œuvre, qui sont des manuscrits médiévaux, donnent les trois noms Macrobius, Ambrosius, Theodosius, dans des ordres d'ailleurs différents. En ce qui concerne les personnages que l'on connaît historiquement pour cette époque, on a un Macrobius qui a été proconsul d'Afrique en 410, un Theodosius qui a été préfet du prétoire en 430, qui pourrait correspondre à notre auteur. On sait aussi que les fables du poète Avianus ont été adressées à un certain Theodosius, qu'on assimile assez souvent également à Macrobe. Macrobe avait un fils, Eustathius ou Eustate, à qui il dédie ses deux œuvres principales. On connaît un Eustathius qui a été préfet de Rome dans les années 460 et qui pourrait également correspondre. Donc tous ces éléments, qui ne sont pas tous absolument certains, mais donnent un réseau d'hypothèses permettant de voir dans Macrobe un personnage qui a exercé des fonctions politiques assez importantes et qui a été en contact avec les milieux intellectuels et lettrés. Alors je crois qu'il y a une question qui se pose et qui s'est posée parmi les spécialistes, c'est de savoir si Macrobe était chrétien. Et l'un de ces prénoms que vous nous avez donné, Théodosius, Théodose, aurait servi d'élément de preuve à cette thèse. Oui, le prénom Théodosius a parfois été interprété au sens où il ferait référence à l'empereur Théodose qui, à la fin du IVe siècle, a mis fin au paganisme, allant jusqu'à interdire les cultes païens. La question de la religion de Macrobe est une question assez complexe qui a reçu traditionnellement une réponse nette. Macrobe serait un représentant de l'aristocratie païenne, mais qui a été davantage discutée depuis un peu plus de 10 ans, depuis que les travaux
d'Alan Cameron sur les derniers païens de Rome et de Robert Caster dans l'introduction de son traduction des Saturnales pour la collection Loeb, ont soutenu qu'il était chrétien. Alors, reposons quelques éléments de contexte. Au IVe siècle, le christianisme s'impose. Religion minoritaire au début du IVe, il devient majoritaire et religion officielle à la fin. Le paganisme étant même interdit à la fin du IVe siècle. Les personnages qui interviennent dans les Saturnales sont, pour une bonne partie d'entre eux, des grands noms, bien connus par ailleurs, de l'aristocratie païenne restée attachée donc, au paganisme traditionnel, dans le cadre d'un contexte intellectuel que l'on appelle depuis les travaux de Pierre de la Briole la réaction païenne. Je donne seulement 3 de ces grands noms, qui sont sans doute les 3 interlocuteurs principaux: Prétexta, Symaque, Nicomaque Flavien. Dans la mesure où Macrobe, qui écrit sans doute, comme on l'a dit, plusieurs décennies après, témoigne d'une certaine sympathie pour ces personnages, on a souvent considéré que c'était des traces de son adhésion, lui aussi, au paganisme traditionnel. À cela s'ajoute un silence complet dans toute son œuvre sur la religion chrétienne, un goût pour l'érudition antiquaire, et en particulier les éléments liés à la religion romaine traditionnelle, ainsi qu'une orientation philosophique néoplatonicienne influencée par le système de Plotin et de Porphyre. Donc tous ces éléments ont été considérés comme des arguments dans le sens du paganisme de Macrobe. Donc Macrobe, c'est un préfet, quelqu'un qui occupe des fonctions politiques importantes, c'est ça, mais qui est aussi un homme de lettres. Oui, ça arrive très souvent à cette époque, et de ce point de vue-là, il est assez proche des profils historiques que l'on trouve dans les Saturnales. Symaque, Nicomaque Flavien, Prétexta ont exercé des charges politiques tout en s'intéressant aux lettres, à la transmission des textes anciens, voire à la philosophie. Donc c'est un ensemble de préoccupations qui n'est pas étonnant chez les aristocrates de cette époque. Et au moment où il écrit les Saturnales, quel est son objectif? Pourquoi écrire les Saturnales? Alors, on peut faire parler Macrobe pour avoir une première piste de réponse à cette question. Dans la préface de l'œuvre, il indique qu'il écrit pour l'instruction et l'éducation de son fils Eustate. Il veut lui donner une forme de bagage scientifique et organiser le savoir sous une forme unitaire, sous forme d'un corps. Il dit qu'il ne veut pas faire un tas de savoir, mais un corps homogène, et homogénéiser les choses comme le font les abeilles produisant le miel. Sur le projet littéraire de Macrobe, d'ailleurs, je renvoie aux travaux de Benjamin Goldlust, qui dirige par ailleurs l'édition annotée en préparation pour la CUF. La CUF? La CUF, la collection des universités de France, qu'on appelle généralement la collection Budet, qui procure l'ensemble des textes grecs et latins avec une édition critique, un apparat critique, ça c'est la réflexion sur le texte ancien, et en parallèle une traduction française souvent annotée, les annotations étant importantes pour des textes difficiles et faisant allusion à des connaissances précises comme le sont les Saturnales. Je crois que c'est une collection que vous connaissez bien. J'ai le plaisir de contribuer à la direction de la série latine de la CUF. Donc c'est effectivement une collection que je connais bien et dont je peux voir les dernières évolutions. Assidûment. Peut-être pour terminer sur le projet des Saturnales, en revenant aux enjeux intellectuels plus généraux, manifestement, Macrobe écrit pour transmettre des connaissances anciennes dans un contexte marqué par de profonds changements culturels et religieux. Qu'il le fasse finalement dans une optique polémique avec un silence réprobateur vis-à-vis du christianisme, ou même, admettons, qu'il le fasse par simple scrupule érudit, dans une forme de passe-temps lettré, on constate qu'il a joué de fait un rôle de passeur entre Antiquité et Moyen-Âge, au même titre que d'autres auteurs tardo-antiques, par exemple Marcianus Capella, qui nous ont permis et qui nous permettent encore d'accéder à un certain nombre d'éléments de savoir que nous aurions par ailleurs perdus. Alors, je vais vous poser une question qui peut-être vous fait faire un pas de côté par rapport à votre domaine de spécialité, mais c'est Saturnales dont on parle et que Macrobe met en scène dans son dialogue.
dans l'imaginaire collectif, c'est resté comme une fête, presque une fête des fous, une fête qui retourne l'ordre social et qui voit, dans cette période particulière où les jours déclinent jusqu'au solstice, dans cette période intercalaire entre les jours du calendrier lunaire et du calendrier solaire, cette incertitude cosmique sur la renaissance de la lumière se traduire dans une incertitude sociale sur l'ordre de la société. Et on dit que pendant cette période, il y avait une sorte de grand retournement. Les maîtres jouaient le rôle des esclaves, les esclaves celui des maîtres, les pauvres jouaient le rôle des riches, etc. Qu'à la fin, on élisait un roi des Saturnales, comme il y aura plus tard un prince des fous lors du carnaval. Or, l'image que donne Macrobe des Saturnales est quand même celle d'un banquet entre personnes de l'élite, certes qui ont des discussions raffinées et cultivées, mais on ne sent pas un ordre social très bouleversé. Oui, alors de ce point de vue, c'est vrai que les connotations qui sont liées au mot saturnal se retrouvent peut-être assez difficilement dans l'aspect très lissé du banquet fictif de Macrobe. Alors, certains aspects de plaisanterie ou de badinage peuvent être présents, mais Macrobe a à cœur, dans la présentation qu'il fait, de ne pas pousser trop loin le comique et de rester dans des formes mesurées. Donc, cela correspond malgré tout à des discussions entre aristocrates. Discussion plaisante, mais qui ne témoigne sans doute pas d'un retournement complet de l'ordre social, comme on peut l'associer au Saturnal. Et c'est sur l'air de cette danse macabre, avec Camille Saint-Saëns pour guide, que l'on va maintenant s'élever dans la mythologie et demander à Dominique Briquel, grand spécialiste des mondes étrusques et italiques, professeur émérite à Sorbonne Université et directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, de nous expliquer la place qu'avaient Saturne et Janus dans l'imaginaire romain et pourquoi ils étaient si importants pour eux. Alors, paradoxalement, ils sont peut-être importants pour les Romains dans la mesure où les Grecs n'avaient pas vraiment l'équivalent. Et même s'ils avaient des divinités qui pouvaient être mises en parallèle, au moins pour Saturne, ça n'était pas le cas pour Janus. Et au fond, ils avaient une physionomie qui était bien romaine et certainement, c'était un point qui était susceptible de plaire aux Romains. Alors, Saturne était un dieu important de la fin de l'année, justement de cette période de solstice, et il avait non pas simplement une fête, mais toute une série de fêtes, puisque ça s'étageait entre le 17 décembre et le 23 décembre. Donc, c'était toute une période de festivités. Les fameuses Saturnales dont parle Macrobe. Alors, Janus, de son côté, arrivait plus tard. Lui, c'était le début du commencement. Et Janus, on a encore son nom dans le nom du mois de janvier. Et c'était le dieu du 1er janvier et de tout le mois de janvier, plus généralement du début de l'année. Donc, un dieu, si on veut, de la fin de l'année, mais en même temps, cette fin porte l'amorce d'un recommencement, et Janus, le début du renouveau et de la nouvelle année. Alors d'où, sur les premières monnaies romaines, ces représentations d'un côté de Janus Bifrons et de l'autre de la proue du navire par lequel Saturne est arrivé. Revenons à la monnaie justement et à son étude à la numismatique. Donc au IIIe siècle avant notre ère, les premières monnaies apparaissent dans la Rome antique. La monnaie était apparue quelques siècles, 3 siècles auparavant en Lydie, dans la Grèce antique. Est-ce que les dieux et les mythes dont vous venez de nous parler sont connus au IIIe siècle avant notre ère, au moment de l'apparition de la monnaie ? Alors justement, ces monnaies doivent montrer qu'il y avait une certaine connaissance. Alors là, on tombe sur d'énormes problèmes, parce que bien sûr, à cette époque-là, nous n'avons pas encore de texte. La littérature latine ne naîtra qu'après. Alors bien sûr, ça devient des choses très complexes. On peut faire appel à l'iconographie, à ces monnaies, mais par exemple, on n'a pas de statue ancienne de Janus. On aurait une statue à double tête, ce serait très bien, on pourrait être sûr qu'il s'agit de Janus et qu'il était connu. Ça n'est pas le cas. Bon, il y a cette monnaie est vraiment quelque chose d'unique. Alors, pour ce qui est du mythe lui-même, il faut bien voir que les Romains, et ça, le texte de Macrobe le montre bien, il y a aussi un texte d'Ovide qui raconte la même histoire en vers, c'est une interprétation.
Parce que d'un côté, il y a la tête de Janus. Donc on dit que c'est Janus, l'ancien roi du Latium, et comme c'est les monnaies les plus anciennes, on dit que c'est lui le premier qui aurait émis des monnaies. De l'autre côté, il y a une proue de navire, ça tombe très bien. Par rapport à la légende, ça veut dire que c'est le bateau qui amenait Chronos, c'est-à-dire Saturne pour les Romains, sur les côtes du Latium. L'ennui, si on regarde en détail, ça ne marche pas aussi bien que ça. Pourquoi ? Parce que cette monnaie, c'est la monnaie de base, l'as, la monnaie de grosse valeur, mais si on regarde les subdivisions, vous avez d'autres têtes de dieux, mais toujours la même tête, la même proue de navire. En fait, la proue de navire est un type de motif qui se répand pas mal à cette époque-là. On le trouve pas seulement sur des monnaies, on le trouve sur des céramiques. Bon, alors les archéologues appellent ça plat de Genocilia, des petits plats avec une représentation. Sur la représentation, il peut y avoir une tête de femme, mais il y a aussi très souvent une proue de navire. Alors ça vient de quoi ? Bon, c'est sans doute lié à des circonstances historiques, la Première Guerre punique. La Première Guerre punique, qui a été l'affirmation pour la première fois de la puissance navale de Rome, et le fait que les Romains ont remporté sur mer des victoires contre ces Carthaginois qui apparaissaient comme les champions de la navigation. Au fond, ça les a tellement obnubilés que, si j'ose dire, ils ont mis la proue de navire à toutes les sauces. Mais ils étaient très fiers d'avoir vaincu la grande puissance maritime qu'était Carthage. Vous pouvez rappeler le moment auquel on se situe, la Première Guerre punique ? La Première Guerre punique, en fait, ça dure assez longtemps. Ça commence en 287, ça s'arrête en 250 ans. Il y a eu de grandes batailles navales, en particulier une aux îles Zégate, qui a au fond marqué la fin de la guerre, qui d'ailleurs est passionnante, parce que l'archéologie sous-marine a permis, c'est ahurissant, de retrouver des proues des navires romains et des navires carthaginois. Donc on a c'est comme si on retrouvait les épaves de Trafalgar, simplement c'est un peu plus ancien. Et alors, dans votre contribution au dossier de Maxime Cambrelin, qui est publié sur Odysseum, vous dites que cette trilogie Ouranos, Chronos, Zeus, Janus, Saturne, Jupiter a quelque chose d'indo-européen. Oui, alors là, ça renvoie évidemment à quelque chose d'un peu différent, qui est que les Grecs, les Romains et bien d'autres peuples appartenaient à cette famille de langues parlant des langues apparentées, des langues indo-européennes, et il faut bien sûr citer le nom du Mésil, qui a montré que tous ces peuples avaient au départ des représentations parallèles, pas absolument identiques, et avait un certain nombre d'idées en commun. Alors bien sûr, on connaît les trois fonctions du Mésil, l'idée qu'il y avait une représentation de la société humaine et par conséquent bien sûr de la société divine. Le Panthéon était une sorte de reflet de la société humaine, distinguant trois niveaux. Le premier niveau qui était le niveau, disons, du sacré, du religieux. Ensuite, le deuxième niveau, le niveau du guerrier. Et le troisième niveau, le niveau plus économique, mais un concept assez général, tout ce qui, au fond, allait dans le sens de la bonne marche de la société. Oratores, bellatores, laboratores. Oui, alors ça a été repris même par la Société des ordres du Moyen-Âge, et c'était repris, bien sûr, en latin. Mais c'est des choses qu'on trouve partout. Ainsi s'achève ce premier épisode du podcast consacré au Saturnales de Macrobe, comme éclairage des dieux des origines et de la naissance du monnayage à Rome. Nous retrouverons Maxime Cambrelin dans 2 semaines, accompagné à nouveau de Dominique Briquel, mais également d'Anthony Austin, pour un 2e épisode de ce podcast. Ce programme a été réalisé par Émile Gailloso, responsabilité scientifique Ancadan. Vous avez entendu comme accompagnement de la lecture en latin du texte de Macrobe un extrait d'un poème symphonique d'Ottorino Respighi, Les Pins du Janicule. Et c'est aussi en musique que nous allons nous quitter en arpentant les dédales de Carole Beffa.